Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème Optimiser la maîtrise de vos DSP au-delà des recommandations de la Cour des comptes. Alors, terme qui a interpellé de nombreuses personnes, puisqu'on a eu près de 300 inscriptions. Je vois que vous êtes un peu moins d'une centaine de personnes à participer effectivement à l'échange de ce jour. Et on vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ce sujet et de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Donc, ce web de conseil aux collectivités publiques, aux collectivités locales qui existent depuis près de 30 ans et qui, entre autres choses, accompagne très régulièrement les collectivités dans le choix du mode de gestion pour leurs services, pour leurs projets, et puis également accompagne donc sur la passation et le suivi de leurs contrats, notamment en concession, en délégation de services publics. Et donc, le titre est un petit peu provocateur, hein. Au-delà, on va dire, des recommandations de la Cour des comptes, c'est bien évidemment pas pour remettre en cause le travail très approfondi qui a été fait par cette noble institution, mais parce qu'il nous a semblé intéressant de partager justement largement ces recommandations, de les compléter avec un certain nombre de recommandations qui ont été formulées par d'autres institutions non moins recommandables et recommandées, et puis de croiser également, et on va le développer, bien évidemment, ces recommandations d'ordre assez général avec un certain nombre de recommandations plus pratiques issues de l'expérience propre du cabinet Espelia notamment. Donc voilà, partager les bonnes pratiques opérationnelles issues du terrain. Alors, nous sommes trois à nous présenter devant vous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je vais me permettre de présenter mes collègues, et en commençant par Magali Vuillet, qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est une experte en gestion des services publics et directrice adjointe du pôle développement territorial, qui chez Espelia s'occupe notamment de tous les équipements sportifs, funéraires, entre autres, également les casinos très régulièrement, mais voilà, elle a 18 ans d'expérience et elle est intervenue sur de nombreux autres secteurs et donc sur des contrats très variés. Et donc, elle va partager son expérience avec nous. Adrien Palayan, quant à lui, a 15 ans d'expérience. Il est le responsable de ce qu'on appelle l'équipe financière chez Espelia, hein, donc, puisque nous sommes un cabinet pluridisciplinaire, mais il y a un certain nombre de consultants financiers en notre sein. Et donc, il anime ce centre de compétences en interne. Il intervient très régulièrement sur des contrats de concession, des projets d'infrastructure dans des secteurs très variés. Et enfin, moi-même, Clément Fourchy, donc, qui suis chez Espelia depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des contrats très divers dans des secteurs très divers et je suis très heureux de partager un petit peu de mon expérience avec vous aujourd'hui. Alors, pour introduire encore un petit peu plus avant notre sujet, donc, pourquoi cette conférence? C'est parce qu'il y a un constat qui est partagé à la fois par donc la Cour des comptes, mais également par notre expérience du terrain, c'est que la gestion des contrats de concession est largement sous tension. Alors, on me dirait qu'il y a de la tension dans un contrat, qui est finalement un contrat essaie de réguler une forme de conflit d'intérêts latent, c'est pas en soi forcément mauvais, c'est même une des fonctions, on va dire, du contrat, que d'articuler et de répartir des risques, des responsabilités, et d'essayer de dégager, on va dire, un optimum de gagnant-gagnant d'une certaine façon, hein, qu'on parle régulièrement de best value for money, hein, de plus grande valeur ajoutée dans les partenariats publics-privés. Donc cette tension, elle peut être d'une certaine façon comment dire, créatrice de valeur, hein, et très positive. Mais un des constats donc, de la Cour des comptes, et qui rejoint encore une fois notre constat également, c'est que quand même nombre de contrats publics ne sont pas complètement à la hauteur, que ce soit dans leur conception ou dans leur gestion. Et il nous a semblé donc intéressant de partager avec vous ces éléments. Alors, premier constat plus spécifique, c'est que les contrats sont perfectibles, hein. On constate régulièrement des allocations de risques qui sont déséquilibrées en faveur du secteur privé.
une rentabilité qui n'est pas toujours suffisamment encadrée, et donc parfois voilà, des, des gains financiers qui sont réalisés par l'opérateur privé qui ne sont pas, on va dire, totalement maîtrisés ou totalement justifiés. Et puis également parfois des clauses qui sont floues, insuffisamment précises dans leur rédaction et qui prêtent à des interprétations qui sont pas forcément en faveur de la personne publique et de l'intérêt général. Ce qu'on constate au-delà de la conception des contrats à proprement parler, c'est qu'il y a souvent un manque de suivi, un suivi qui est lacunaire, que ce soit par manque d'outils, par manque d'indicateurs ou par manque de pilotage de ces contrats dans la durée. Et puis, troisième grand axe qui a été identifié comme un axe de progrès par la Cour des comptes, qui là encore rejoint nos observations, c'est souvent une gestion de la fin des contrats qui est insuffisamment anticipée et maîtrisée. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage sur ces constats, puisque plutôt que de décrire par le menu les constats, on préfère développer les pistes de solutions, et les bonnes pratiques associées pour améliorer tout ça. C'est ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. Ce qui est certain, en revanche, c'est que voilà, nous, on s'est inscrit vraiment dans une perspective qui est celle de rééquilibrer la relation contractuelle dans le sens de l'intérêt général. C'est vraiment la mission qu'Espelia s'est donnée depuis son origine, d'essayer de participer à l'intérêt général voilà, aux côtés des acteurs publics. Et puis, voilà, pour essayer de construire une gestion qui soit plus robuste, plus durable et plus lisible. Donc, sur la droite, on a fait apparaître ici quelques sources. Donc, le rapport de la Cour des comptes, je l'ai cité déjà, mais on a également suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux de l'Institut de la gestion déléguée sur l'allocation des risques. Il y a eu récemment un rapport qui a été publié par cet organisme, par cette institution. Et puis également les travaux du Centre européen d'expertise pour les PPP, qui est peut-être un petit peu moins connu sur le marché français, qui s'appelle l'EPEC, mais qui a notamment publié un guide tout à fait intéressant il y a quelques années sur le suivi des contrats après leur signature. Alors, avant de rentrer dans un certain nombre de préconisations spécifiques et de laisser la parole à mes collègues sur ces sujets, on voulait partager avec vous quelques grands principes qui, selon nous, doivent vraiment structurer la gestion contractuelle du côté public pour assurer son succès et donc la défense de l'intérêt général. Alors, tout d'abord, se pose la question de l'équipe. C'est vrai qu'un contrat, c'est un objet forcément pluridisciplinaire. C'est un objet qui est évidemment un document juridique, mais qui décrit aussi des éléments technico-économiques, des éléments financiers. Et donc, pour appréhender ce sujet, que ce soit dans sa préparation ou évidemment dans son déploiement, il faut être certain de pouvoir accéder à des ressources pluridisciplinaires. Et puis, évidemment, se pose aussi le sujet de la gestion de projet. On voit que à la fois la préparation, le suivi et puis la terminaison d'un contrat, finalement, ça peut être appréhendé comme un projet et que souvent, on va dire, le suivi pêche par manque de régularité, manque de pilotage de cette gestion de projet, de ce projet dans le temps très long. Voilà, donc c'est un point qu'on voulait vraiment souligner. Et donc, voilà, je viens de toucher aussi du doigt cette question de la continuité. C'est vrai que c'est une relation contractuelle qui s'inscrit dans la durée. Selon qu'il y a des investissements ou pas, le contrat est plus ou moins long. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on parle forcément d'un projet sur plusieurs années. Et un des enjeux pour assurer un suivi de qualité, c'est d'assurer une forme de continuité dans ce suivi. Voilà, non seulement de la régularité, on va y revenir aussi, mais aussi de la continuité dans notamment le suivi des données. Voilà. Que ce soit les données prévisionnelles, évidemment, qui ont été préparées en amont du contrat, mais aussi le suivi opérationnel, et donc de pouvoir régulièrement suivre, comparer le prévisionnel et le réalisé. Deuxième sujet important, c'est la bonne distance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tendance parfois dans les collectivités à vouloir suivre de trop près les contrats et donc finalement à s'épuiser en cherchant d'une certaine façon à se substituer aux concessionnaires. Il nous semble vraiment, nous, que le suivi il doit être fait en permanence réfléchi pour trouver la bonne distance, pour ne pas faire d'une certaine façon le shadow concessionnaire et bien lui laisser les responsabilités qui sont les siennes. Voilà, parce
que si on s'ingère trop fortement dans le suivi, dans la gestion du contrat, il y a un risque de déresponsabiliser le délégataire. Et donc, c'est vraiment cette idée d'autorité organisatrice, d'autorité de contrôle, de suivi du contrat qu'il faut arriver à déployer. Et c'est avant tout donc une question de pilotage plutôt qu'une question de faire un certain nombre de choses. Et puis aussi donc cette question du niveau de détail, hein, pour ne pas être submergé par un tsunami de données, un tsunami d'informations ou un tsunami d'activités. Il faut trouver le bon niveau de détail. Voilà. De données à exploiter, à suivre, pour ne pas, encore une fois, se perdre. Et puis enfin, la question du tempo. Il faut travailler sur l'ensemble du cycle du projet. Se dire qu'on va suivre les performances d'un contrat, si ce contrat n'a pas été suffisamment bien préparé en amont, bah, c'est partir quand même assez fortement perdant, hein. Donc, bien évidemment, la préparation du contrat à l'amont, toute la phase de contractualisation, jusqu'à la clôture du contrat, et on va s'en reparler, et les transitions entre contrats qui sont aussi une zone, entre guillemets, de turbulence et qui demandent une attention particulière. Et puis, enfin, dernier sujet en lien avec ce tempo, la régularité. Il est important que, voilà, il y ait un suivi régulier. La fréquence peut bien évidemment varier suivant la nature des contrats, suivant les sujets dont on parle, mais en tout cas, avoir ce souci de la régularité dans le suivi. Merci beaucoup Clément pour cette introduction. Et bah, justement, l'objectif du webinaire maintenant est d'entrer dans le vif du sujet et de, comme vous le disiez Clément, vous précisez justement les bonnes pratiques et les leviers concrets que nous avons l'habitude de proposer en lien avec les collectivités, les maîtres d'ouvrage publics dans le suivi des contrats. Alors, Adrien, excuse-moi, je t'interromps un instant, mais c'est pour faire un mea culpa devant vous tous. Je n'ai pas annoncé les modalités d'organisation de notre séminaire. Donc, nous avons fait le choix de dérouler une présentation dans un premier temps pendant environ 40 minutes, 35 minutes maintenant. Et puis ensuite, on laissera du temps aux questions. Donc, n'hésitez pas à faire remonter sur le fil de la conversation les questions que vous pourriez avoir, les remarques que vous pourriez avoir. Et un de nos collègues, Alban, assurera un rôle de modération de ces questions, les reformulera de sorte à ce qu'on puisse y répondre. Donc, vos commentaires, vos remarques, vos questions sont les bienvenus. Voilà, excuse-moi, Adrien. Je t'en prie, cette précision est effectivement importante. Bah, je propose de reprendre le fil et justement de rentrer dans le vif du sujet, dans la préparation, dans le suivi, dans la clôture des contrats, en vous partageant quelques bonnes pratiques. Alors, comme justement Clément venait de vous le présenter, on a articulé donc ces recommandations selon le cycle de vie du contrat. On va commencer par vous partager les bonnes pratiques lors de la préparation de la mise en concurrence, la préparation de la procédure. Ensuite, on s'attardera assez longtemps sur plusieurs aspects liés à la préparation du projet de contrat, que ce soit à la fois sa préparation par la collectivité, également sa négociation en cours de procédure. Et puis ensuite, nous irons sur le suivi des contrats. Et enfin, plus que le suivi, comment on termine un contrat, et notamment avec un outil qui peut utilement être mis en œuvre, le protocole de fin de contrat. Donc, première étape, et je laisse la parole à Magali pour ça. Oui, donc concernant la phase de préparation de la mise en concurrence, disons, bon, en fait, un des objectifs principaux de la mise en concurrence, c'est justement de pouvoir obtenir la meilleure offre au meilleur prix. Ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'a pu relever la Cour des comptes dans son rapport, donc qui nous dit que finalement, dans plus d'un tiers des mises en concurrence, les collectivités n'ont reçu qu'une seule offre. Donc évidemment, on se rend bien compte que quand on négocie avec un seul opérateur en face, on a des leviers qui sont beaucoup moins importants pour négocier le contrat. Et à l'inverse, c'est seulement un cas sur 4 à 5 dans lesquels on a obtenu plus de 2 offres. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir faire jouer la concurrence. Donc, lors de cette étape de préparation, donc les bons réflexes qui nous semblent tout à fait essentiels. Le premier, c'est celui de l'anticipation. On l'a mis en grandes lettres majuscules parce qu'en fait, c'est une des clés pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est de se donner suffisamment de temps, parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans la préparation qui demandent du temps.
C'est-à-dire, en fait, il faut raisonner en termes de rétro-planning par rapport à la date à partir de laquelle on souhaite démarrer son futur contrat, et ensuite bien prendre le temps de compter toutes les étapes qui sont relativement chronophages. En amont, au démarrage, il y a toute la collecte des données, le temps d'arbitrage politique qui peut aussi prendre du temps, toutes les consultations préalables. Il faut laisser du temps aux candidats pour élaborer leurs offres si on veut avoir des offres de qualité. Il faut se laisser le temps de négocier un tour, 2 tours, voire plus de négociations selon l'ampleur du contrat. Et puis ensuite, aussi, l'idéal, c'est de se laisser un temps de tuilage, c'est-à-dire de laisser une marge entre le moment où on attribue le contrat et son démarrage pour qu'on puisse préparer l'exploitation au mieux. Par ailleurs, on vous conseille également de vous entourer d'une assistance à maîtrise d'ouvrage indépendante, donc sans conflit d'intérêts, avec de potentiels candidats qui seraient susceptibles de répondre. Un autre point clé en amont, de définir très précisément ses besoins, c'est-à-dire, on peut appeler ça son projet de service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite faire. Puisqu'en fait, quand on va mettre en concurrence, l'objectif n'est pas évidemment de laisser en fait les candidats proposer ce qui leur plaît. En fait, vous aurez des invariants dans le cahier des charges, donc peut-être que voilà, vos élus se seront positionnés sur des questions de grille tarifaire, sur des questions de contraintes de service public, des points qui seront des impondérables pour les candidats. Un volet aussi important, de pouvoir étudier de manière approfondie les modes de gestion envisageables. En fait, un moment de préparation d'une nouvelle période d'exploitation doit en fait être l'occasion éventuellement de re-questionner est-ce que le mode de gestion qu'on avait choisi jusqu'à maintenant est le plus pertinent? Est-ce qu'on peut envisager de faire différemment? Il y a aussi les questions de périmètre du contrat et de prestations confiées aux délégataires, c'est-à-dire être très clair sur qu'est-ce que le délégataire va faire et qu'est-ce que la collectivité garde à sa charge. Et puis aussi le sujet clé de celui de l'allotissement. Donc l'allotissement, effectivement, c'est quand même très variable d'un secteur à l'autre, mais il y a un sujet de pouvoir se dire un contrat pas trop gros pour pouvoir laisser la possibilité à des plus petits candidats de pouvoir se positionner. À l'inverse, on sait que si on démultiplie les contrats, potentiellement, on peut peut-être perdre des économies d'échelle et puis ensuite complexifier le travail de suivi par la collectivité. Donc, il faut pouvoir peser ces différents éléments. Donc, à titre d'illustration, nous, on a travaillé récemment sur des questions, par exemple, de mode de gestion de crématorium. Est-ce que on exploite plutôt en régie ou plutôt en DSP, sur des sujets parc expo, sur les questions justement de prestations confiées. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait du gros entretien renouvellement, jusqu'où on demande aux prestataires de faire ces tâches-là. Sur l'allotissement, on a travaillé sur des sujets intéressants en termes de centres aquatiques, notamment en région parisienne. Vous avez un certain nombre de centres aquatiques qui sont relativement proches les uns des autres. Est-ce que c'est pertinent d'avoir peut-être 2 centres aquatiques au sein du même contrat, ou est-ce que c'est mieux de faire jouer la concurrence et de prévoir un contrat par équipement? Voilà, c'est le type de question qu'il faut bien se poser en phase de préparation. Par ailleurs, on a aussi le sujet de collecte des données, qui est un sujet clé. Pour pouvoir mettre en concurrence de manière satisfaisante, il faut que tous les candidats disposent du maximum d'informations, que ce soit sur l'exploitation actuelle, donc pour éviter que le candidat en place ait un avantage sur les concurrents, ou dans le cas d'un nouveau projet, que ce soit bien clair de où on va, pour que voilà, ils aient toutes les informations pour monter leur offre. Un point clé aussi sur le plan financier, c'est de pouvoir disposer d'une estimation financière préalable et donc, si possible, un compte d'exploitation prévisionnelle détaillé en recettes et en charges, qui est extrêmement appréciable en phase de négociation pour pouvoir identifier les marges de manœuvre financières. Donc, on compare en fait les offres qu'on a reçues avec le prévisionnel pour voir où est-ce qu'on a éventuellement des leviers d'optimisation.
Enfin, il y a la question de durée de contrat, donc qui doit être bien calibré, donc d'une part au regard des investissements qui sont portés par le délégataire, et puis après vous pouvez avoir d'autres questions qui peuvent sembler accessoires, mais qui sont aussi importantes, notamment la question du calendrier électoral pour éviter de se retrouver en difficulté au moment où il faudra renouveler le contrat si ça tombe au mauvais moment. Et enfin, on a parlé de la question des critères de jugement des offres, donc on met au règlement de la consultation, sur lesquels il faut aussi pouvoir bien soigner ce qu'on attend, ce qu'on va privilégier en fait en phase d'analyse. Sur le volet piège à éviter, nous par expérience, on, on déconseille de multiplier les variantes et les options. Alors, on sait que parfois les élus ont des difficultés à faire des arbitrages. Il nous semble essentiel de pouvoir prendre le temps, de se mettre en position de pouvoir faire tous les arbitrages qui doivent être faits, plutôt que de démultiplier les variantes et les options qui font qu'en phase de mise en concurrence, en fait, on est perdu avec beaucoup d'offres différentes et où on est en grande difficulté pour comparer les offres entre elles puisqu'on a trop de variables. Merci Magali. C'était un point essentiel sur la préparation du contrat et sur la préparation de la procédure. Donc une fois qu'on a les idées claires et qu'on est prêt à se lancer, justement vient la phase de rédaction du DCE. Donc ce qu'on a voulu vous partager aujourd'hui, ce sont plusieurs bonnes pratiques dans la préparation du document, on va dire un des documents les plus structurants de ce DCE, c'est le projet de contrat. Ce projet de contrat, qui devient évidemment le contrat de concession à terme, vous avez tous l'habitude d'en manipuler. Évidemment, ils font 50, 80, 100 clauses différentes. Aujourd'hui, on a décidé évidemment de ne pas revenir sur chacune de ces clauses, mais sur 4-5 points qui nous semblent centraux, notamment quand on regarde, on va dire, les aspects équilibre financier, engagement financier des parties et notamment certains points qui étaient pointés du doigt par le fameux rapport de la Cour des comptes publié en fin d'année dernière. Donc le premier de ces sujets, qui faisait d'ailleurs l'objet d'un pointage par la Cour des comptes, est l'encadrement de la rentabilité, et je préciserai même de la surrentabilité du contrat. Donc évidemment, au début, les parties, le concessionnaire, la personne publique s'accordent sur un équilibre économique du contrat avec partage entre la marge, les recettes du délégataire et puis des flux financiers, une redevance versée à la collectivité ou parfois, dans quelques cas, par exception, le versement d'une contribution d'équilibre au délégataire. Donc ça, c'est contractuel, c'est forfaitaire, entre guillemets, c'est fixé. Maintenant, les enjeux derrière, c'est de maîtriser la vie du contrat et les écarts à cette rentabilité prévisionnelle. L'objectif étant que l'éventuelle surrentabilité ne profite pas uniquement aux concessionnaires. Alors, pour ça, plusieurs bons réflexes à avoir et qui s'initient dès la préparation du projet de contrat, c'est de prévoir voire plusieurs, tout à fait en prévoir plusieurs mécanismes de partage de ces excédents économiques pendant la vie du contrat. Ces excédents, on peut les prévoir, ce partage, on peut le prévoir à plusieurs niveaux. Le premier, sur lequel on attire votre attention et qu'on recommande, c'est un partage au niveau le plus élevé, on va dire, du compte d'exploitation, c'est au niveau chiffre d'affaires. Ça peut être des indicateurs qui sont basés soit directement sur le chiffre d'affaires, soit sur des indicateurs de fréquentation, de volume, sont des mécanismes équivalents. Au-delà du partage derrière d'une fréquentation au-delà des prévisions initiales de l'engagement du concessionnaire, donc entre la collectivité et le concessionnaire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce mécanisme qui sera prévu dans le contrat va inciter les candidats à être offensifs, si je puis dire, sur leurs propositions en phase de consultation. J'entends par là que s'ils sont quelque peu timides sur l'horizon de chiffre d'affaires prévisionnel qu'ils vont vous partager en phase de consultation, ils risquent dans la vie du contrat d'avoir un chiffre d'affaires réel supérieur à leur engagement. Et c'est là qu'on va déclencher justement ce mécanisme de partage et qui devrait les inciter à ne pas être trop en deçà de la réalité lors de la consultation.
Donc ça, c'est sur, on va dire, le pourquoi et l'objectif. Derrière, après, la mise en œuvre du mécanisme, elle peut être assez variable. Là-dessus, c'est vrai que plusieurs options sont possibles. Soit on peut demander des partages de rentabilité, de chiffre d'affaires dès le premier euro de chiffre d'affaires réalisé. On peut également prévoir des mécanismes par tranche, c'est-à-dire, et c'est sans doute plus préconisé, c'est-à-dire dire tant que le chiffre d'affaires ne dépasse pas le chiffre d'affaires prévisionnel d'un certain seuil, tout va pour le concessionnaire. Après, on applique des seuils qu'il faut définir évidemment avec justesse. Et quand on dépasse ce seuil, on va partager avec certaines clés. Par exemple, 25% pour la collectivité, 75% pour le concessionnaire. On peut avoir un second seuil où ce sera plutôt 50-50. Voilà, évidemment, l'idée non plus n'est pas d'empiler les tranches, à la fois pour de la lisibilité, puis aussi pour de la facilité de gestion pendant la vie du contrat. Donc ça, c'est une première clé de partage qui peut être établie au niveau chiffre d'affaires. En complément, d'ailleurs, il est recommandé d'avoir les deux, c'est d'avoir un partage au niveau d'un indicateur de résultat qui peut être au choix l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant impôt, le résultat net, etc. On verra, je pense qu'on l'a vu aussi dans les pièges à éviter, mais j'anticipe. C'est vrai qu'il est utile, plus le niveau de résultat sera choisi élevé dans le compte de résultat, donc privilégier par exemple un excédent brut d'exploitation, un résultat d'exploitation plutôt qu'un résultat net, plus il y aura de chances pour la collectivité d'avoir effectivement un partage de surrentabilité, parce que plus on descend dans le compte de résultat, plus on peut avoir des charges complémentaires qui viennent et qui sont moins lisibles dans le suivi du contrat. Voilà. Alors parmi les bons réflexes, donc une fois qu'on a défini ces clauses, évidemment l'objectif, et je commençais à le donner pour illustration dans le mécanisme sur le chiffre d'affaires, c'est d'avoir des formules équilibrées. Trouver le bon degré de justesse. Est-ce que c'est du 50-50 en partage dès le premier euro de surrentabilité? C'est une question qui mérite d'être posée. C'est rarement mis en œuvre parce que voilà, il faut aussi respecter quelque part la notion de risques et périls du délégataire. Et à l'inverse, évidemment, quand la rentabilité est moins bonne, il n'y a pas de partage qui est mis en œuvre. C'est important aussi de le signaler. Donc voilà, trouver le bon niveau et puis également le bon degré de complexité dans les formules, notamment quand elles sont par tranche. Enfin, dernier bon réflexe, et qui est impératif, qui était également pointé du doigt par la Cour des comptes, c'est l'encadrement systématique des frais de siège, frais de structure, frais généraux, parfois appelés assistance technique. C'est aussi important de le définir dans le contrat. Deux choses utiles là-dedans, c'est à la fois de prévoir dans le contrat que ces frais de siège soient plafonnés, idéalement en euros et pas en pourcentage du chiffre d'affaires, puisque ce sont des charges qui ont plutôt une nature de coût fixe. Et puis, autre bon réflexe, c'est de déduire dans le calcul du niveau de résultat ces frais de siège pour pouvoir justement neutraliser leur effet et ne pas inciter le concessionnaire à augmenter ses frais de siège avec des refacturations internes, avec les maisons mères, etc., pendant la vie du contrat. Voilà, alors, sans rentrer dans le détail, en fait, en termes d'illustration, de mise en pratique récente, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qu'on fait sur l'ensemble des contrats de concession sur lesquels on intervient. Donc, j'ai mis quelques exemples sur lesquels on a, ou j'ai pu à titre personnel intervenir dernièrement. Donc, des mécanismes, voilà, notamment à l'appui du rapport de la Cour des comptes qu'on tend à perfectionner. Je tenais aussi à signaler pour ceux qui rencontrent le cas particulier des concessions casino, pour lesquelles les reversements à la collectivité sont encadrés et ne peuvent pas dépasser un certain seuil. Donc justement, là encore, il existe quand même des mécanismes pour avoir un encadrement de la surrentabilité, tout en respectant évidemment le cadre réglementaire. Donc il faut évidemment adapter les rédactions et les mécanismes mis en œuvre. Pardon. Je termine juste sur ce point, sur les pièges à éviter. Peut-être en ai-je déjà évoqué quelques-uns. Je tenais juste à dire, évidemment, sur le mécanisme de partage du chiffre d'affaires, veillez à ne pas avoir de doublon avec un mécanisme de redevance variable qui existerait déjà et qui serait déjà indexé sur le chiffre d'affaires. Donc, évidemment, c'est pas l'un ou l'autre, mais en tout cas, avoir des mécanismes qui ne se doublonnent pas. Faire attention, même si dans la pratique ça se met pas en œuvre, mais soyez vigilants dans la rédaction sur tout ce qui est mécanisme de résultat net, avoir un plancher quand le résultat tombe sous le prévisionnel pour que la collectivité ne vienne pas compenser les déficits
ou les moindres résultats auprès des concessionnaires. Sur le partage sur des niveaux trop bas du risque, là, j'en ai parlé. Pensez aussi, de la même manière qu'on déduit les frais de siège du calcul, de déduire également du résultat réalisé les pénalités facturées au concessionnaire. Enfin, quand je dis, non, pardon, déduire, c'est surtout les retraités. Donc, en fait, ne pas les intégrer en tant qu'élément dégradant le résultat. Voilà, ça ne peut pas être un élément qui vient dégrader son résultat dans ce calcul. Et puis évidemment, derrière, c'est le suivi. Donc, quand on met en place ces mécanismes, l'idée derrière, c'est de pouvoir justement les appliquer, en bénéficier. Donc, le suivi derrière doit être évidemment à la hauteur des objectifs, des ambitions qu'on s'est mis dans la préparation du contrat. Et enfin, dernier point, mais qui est très important aussi dans la valorisation des propositions qui vous seront faites par les candidats, si vous leur laissez la main sur certaines propositions à ce niveau-là, soyez très vigilants dans la comparaison des offres, dans votre rapport d'analyse des offres, puisque, on le rappelle ici, il faut avoir des bases homogènes quand on compare les propositions des candidats. Donc, ça s'applique également au mécanisme de redevance variable, puisqu'il n'y a qu'une seule chose en termes de flux financiers entre collectivités et concessionnaires qui peut être vraiment établi de façon certaine, ça va être tout ce qui est redevance fixe, montant forfaitaire de contribution, mais tous les mécanismes variables. Évidemment, si vous les appliquez directement aux propositions de chiffre d'affaires du concessionnaire, d'un candidat à l'autre, vous aurez des choses différentes. Donc, ayez des bases homogènes de votre côté. Et je rejoins à la fois le point d'avoir son propre CEP avant les propositions des candidats pour appliquer justement les propositions des candidats et les comparer. On a souhaité aussi faire un point dans le cadre du projet de contrat sur la question des biens, puisque par expérience, c'est encore souvent un sujet qui pose problème. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un projet de contrat qui sécurise le retour des biens à la collectivité en fin de contrat, ainsi que la réalisation par le délégataire à la fois des investissements et du renouvellement qu'on a mis à sa charge, et surtout sans angle mort de surrentabilité pour lui. Donc, ce qu'on recommande en termes de bons réflexes, alors ça peut sembler évident, mais il y a encore certains contrats où c'est pas tout le temps clair, d'encadrer très précisément la nature des biens mis à disposition et leur devenir en fin de contrat. Donc, ça passe par un inventaire très précis des biens du service, régulièrement mis à jour pendant la vie du contrat, avec des clauses contractuelles très claires concernant le sort des biens en fin de contrat, sur lesquels on ne transige jamais, ni en négociation, ni lors de la passation d'un avenant. Alors j'ai pris 2 exemples. Il y a 2 secteurs où on a souvent de grandes difficultés. Ce sont les remontées mécaniques et les casinos, sur lesquels on se retrouve souvent confronté en fait à des biens de retour qui finalement appartiennent à l'exploitant et sur lesquels on a tout le mal du monde à organiser le retour des biens, même si la jurisprudence est désormais tout à fait claire à ce sujet. Malgré tout, soyons clairs dans le contrat et ça permet ensuite de faciliter les relations avec l'exploitant. Ensuite, concernant les investissements initiaux qu'on va demander aux délégataires, donc demander au candidat un programme prévisionnel d'investissement très détaillé dans son offre, donc qui liste chaque élément d'investissement avec un montant et un délai de réalisation. Ça permet ensuite, en ayant prévu également une clause contractuelle donc, qui introduit un bilan des investissements réalisés. Ça veut dire s'il avait prévu de faire tous les investissements la première année, à l'issue de la première année, on fait un bilan, on plafonne les coûts unitaires sur lesquels il s'était engagé et s'il n'a pas réalisé l'intégralité des investissements sur lesquels il s'était engagé, éventuellement, il reverse à la collectivité les montants non dépensés. Même principe sur la question du GER. Alors ça, bon, je sais que ça va parler à tout le monde. Il y a un gros enjeu sur la répartition précise des tâches entre qu'est-ce que fait le délégataire, qu'est-ce que fait la collectivité en termes de GER. Donc, il faut pouvoir intégrer dans le contrat sous format tableau avec le maximum de sous-détails quelles sont les tâches portées par chacun. Demander au candidat d'élaborer un programme prévisionnel de renouvellement qui permet avant tout de l'engager sur les coûts unitaires de ces renouvellements. Et ensuite, prévoir également un mécanisme de contre de renouvellement, c'est-à-dire on a une dotation prévisionnelle et puis chaque année,
on fait le bilan entre le prévisionnel, le réalisé. On peut prévoir, y compris chaque année, une rémunération annuelle du solde positif, puisqu'en fait, l'argent qui est provisionné mais pas dépensé, il peut, entre guillemets, travailler. Et puis surtout, en fin de contrat, on prévoit un dispositif qui permet à la collectivité de reverser un solde. S'il reste de l'argent sur le compte, la collectivité le récupère. Si on est en négatif, évidemment, c'est au risque du délégataire, donc il n'y a pas de reversement dans ce sens-là. Le gros piège sur cette question des biens, et ça c'est vraiment par expérience, être très attentif en cours de contrat, au moment des passations d'avenants. Parfois il y a des avenants qui sont signés un peu rapidement et où on se rend compte après coup que finalement au détour d'une clause, on a certains de ces principes qui ont été soit remis en cause ou soit on a des imprécisions qui ensuite nous mettent en difficulté. Troisième sujet qu'on souhaitait partager avec vous, ce sont les formules d'indexation. Donc, chose que vous connaissez très bien. Donc, l'objectif derrière, c'est maîtriser l'effet de l'inflation sur l'équilibre économique général et la rentabilité du contrat. Donc, quelles sont les bonnes pratiques, les bons réflexes à avoir dans l'usage des formules d'indexation dans les contrats de concession? En premier lieu, déjà, c'est de prévoir une indexation, une actualisation pour chacun des éléments financiers prévus contractuellement. Alors, ça peut être de façon cumulative la redevance versée au concédant, la part fixe. Ça peut être également les seuils, les éléments fixes du calcul de la redevance variable. Ça peut être la contribution forfaitaire d'équilibre versée au concessionnaire lorsqu'elle existe. Et puis, ça peut être tout autre élément contractuel et forfaitaire, une dotation annuelle au compte de GER, comme on vient de voir, le montant des pénalités également, etc. Donc, tout flux financier contractuel doit faire l'objet d'une indexation. Enfin, autre cas particulier et pas systématique, les tarifs aussi peuvent faire l'objet d'une indexation prévisionnelle, puisqu'évidemment, en tant que collectivité, en tant qu'autorité organisatrice, vous gardez tout le long du contrat, et peu importe ce qui a été écrit dans le contrat, la main sur la décision tarifaire. Alors, quelques bons réflexes. C'est vrai que souvent, on se pose la question d'avoir des formules multi-indices, avec des coefficients de pondération, avec un indice salaire, un indice fluide, un indice frais généraux, etc. On préconise de réserver ces formules pour les contributions forfaitaires d'équilibre à verser au concessionnaire lorsqu'elles existent, ou pour l'évolution tarifaire lorsqu'elle est prévue dans le contrat. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ces formules multi-indices, elles ont vocation à être représentatives de la structure de charge moyenne pondérée du concessionnaire, et donc elles vont en face d'un flux qui est équivalent. Donc c'est soit justement la compensation des charges pour exercer le service, ou soit justement les tarifs et les recettes qui viendront équilibrer les charges évolutives avec l'inflation du concessionnaire. Quelques autres bons réflexes à avoir, c'est évidemment d'avoir des mécanismes adaptés et cohérents. La question va se poser notamment sur le choix des indices. Le choix des indices, il existe ceux du moniteur, les indices INSEE, puis des indices sectoriels pour chacun des secteurs d'activité de l'action publique. Donc, l'essentiel est d'avoir des indices adaptés à la profession. Donc ça se fait aussi avec l'expérience qu'on peut avoir sur de tels secteurs, aussi en discutant, en échangeant avec les concessionnaires, avec les opérateurs. Mais surtout, ce qu'ils doivent derrière, c'est refléter la réalité des coûts sous-jacents. Seconde question aussi sur les indices et sur leur indexation. Ça va être le séquencement de l'indexation. Est-ce que vous souhaitez une indexation annuelle, une indexation trimestrielle? À quelle date je fixe la première indexation et quel est l'indice 0, celui qui est inscrit dans le marbre en valeur dans le contrat sur la base duquel on fait nos calculs de règle de 3. Donc tout ça doit avoir doit avoir une cohérence d'ensemble, et voilà, même si différentes options sont possibles. Sur les tarifs, alors c'est un cas particulier, mais on en parlait tout à l'heure. Dans certains contrats, il peut être utile et puis d'usage d'avoir une trajectoire prévisionnelle d'évolution de la grille tarifaire. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir, si c'est souhaité, une évolution, on va dire, engageante dans une certaine limite de cette évolution qui sera acceptée par la collectivité. Et en cas de divergence, qui est toujours possible en cours de contrat, il sera proposé évidemment un réajustement des conditions contractuelles. Sur les
Sur les formules d'indexation aussi, important, surtout quand vous avez des formules multi-indices où les candidats vont par exemple renseigner les coefficients de pondération, il peut être intéressant de pouvoir apprécier les propositions qui sont faites via peut-être pas un critère, mais en tout cas un sous-critère ou en tout cas un élément d'un critère dans la consultation, parce que derrière il y a des enjeux évidemment financiers, surtout sur des contrats longs, qui peuvent être importants et il est important de garantir cet équilibre. Et puis après, dans l'usage, dans la vie du contrat, surtout quand les formules sont complexes, prévoir dès le démarrage un outil automatisé qui va aller récupérer les indices au bon endroit, qui va calculer sa formule moyenne. Ça simplifie aussi la vie, et surtout qu'il soit automatisé, ça simplifie la vie pour appliquer ces indexations. Alors, quelques illustrations mises en pratique récentes, peut-être certaines, notamment sur des concessions de transport. C'est là où on trouvera notamment des formules multi-indices, puisqu'il y a une contribution forfaitaire d'équilibre qui est versée à l'opérateur. On peut même avoir des formules là-dedans, j'irai un peu plus loin, plus complexes, puisqu'on peut prévoir dans les indices à la fois des indices qui vont couvrir le coût, ce qu'on appelle le coût de roulage, le coût de traction, pour faire avancer les véhicules, selon si on a des véhicules en diesel, des véhicules électriques, des véhicules au gaz. Voilà, donc tout un tas de complexités qu'on peut évidemment adapter en fonction du besoin. Sur les autres exemples, ce sont surtout des exemples, que ce soit des concessions salles de spectacle, concessions centres aquatiques, où on aura des propositions justement pour l'évolution prévisionnelle de la grille tarifaire. Pour en terminer sur ce volet, quelques pièges à éviter, c'est quand même important. Donc, premièrement, les CEP renseignés en euros courants, c'est-à-dire qui intègrent déjà l'inflation. Donc, pendant la consultation, privilégions les CEP sans effet de l'inflation. C'est plus lisible également. Et voilà. Évidemment, vigilance sur les propositions qui tendraient à distordre l'équilibre entre les parties. Donc, évidemment, en tant que concédant, si on a une contribution inversée, on aura tendance à vouloir maximiser la part fixe, par exemple. Mais évidemment, derrière, les candidats ne vont pas apprécier, vont peut-être le contrebalancer avec davantage de marge ou d'aléas autre part. Le choix des indices et des indexations, donc éviter les indices que je vais appeler spot à une date fixe, préférez plutôt des calculs qui sont sur des temps moyennés, comme on le voit par exemple sur le graphe ici. Vous voyez que si vous faites l'indexation à un niveau élevé mensuel, en fait vous n'avez pas en fait tout le coût sous-jacent, par exemple sur la dernière année d'exploitation où l'usage d'une moyenne aurait été préférable. Voilà. Beaucoup d'autres choses à dire, mais pour aller à l'essentiel, j'ai envie de dire aussi, faites attention notamment sur les formules d'indexation, sur les tarifs, aux arrondis. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que quand on a arrondi un tarif au centime ou au dixième de centime, évidemment par commodité pour les usagers, derrière ça peut avoir des incidences importantes sur en fait, des arrondis qui se translatent de façon beaucoup plus importante en termes de chiffre d'affaires et qui viennent créer des déséquilibres au profit de l'une ou l'autre partie. Donc voilà, une certaine vigilance à avoir là-dessus. Et éviter bien sûr du coup de se revoir dès le premier centime d'écart. Pardon, oui, c'est moi qui embraye également sur les clauses de fin normales ou anticipées de contrat. Alors, on ne parle pas ici de la gestion de la fin des contrats, on y viendra tout à l'heure. Là, on parle vraiment dans le projet de contrat, de savoir encadrer justement la fin à venir du contrat, que ce soit une fin normale, à échéance normale, ou une fin anticipée pour résiliation, quel que soit le motif. Ça permet justement de s'accorder dès en amont avec le concessionnaire sur dans quelles conditions s'exercera cette fin, même s'il y aura toujours des sujets à discuter, en avoir prévu la plupart dès l'origine évite des discussions très bien souvent assez fâcheuses. Alors, donc dans les bons réflexes, c'est justement de prévoir l'essentiel de ces conditions, en parlant déjà dans le contrat de ce que pourrait être le protocole de fin de contrat. On parle évidemment du sort des biens, est-ce qu'ils sont remis à titre gratuit, contre indemnisation. On parle également du sort des éléments de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que quand le contrat s'arrête à une date donnée, qui va recevoir les créances impayées, qui va devoir régler les dettes non payées, comment se répartissent les produits constatés d'avance, par exemple avec des abonnements reçus sur une période où le concessionnaire ne serait plus en exercice, etc., etc. Donc c'est bien de l'inscrire dans le marbre, même si évidemment il y a une logique à respecter là derrière. Il est important aussi de parler du sort des provisions. Je ne parle pas des provisions pour gros entretiens renouvellement dont a parlé Magali à l'instant, mais toute provision, et notamment les provisions sociales, provisions de départ à la retraite, provisions congés payés, etc., sur le personnel qui va être transféré.
il est d'usage de prévoir que le concessionnaire qui était en exercice pendant la période d'activité du contrat est redevable des provisions engagées sur la période, sur le personnel qui transfère et qu'il n'aura pas à débourser. Ça paraît évidemment, ça paraît évident, mais c'est bien de l'inscrire dans le MAP pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Alors, sur la valeur nette comptable des biens, lorsqu'il y en a une, et c'est essentiellement pour les biens de retour, on va dire, en fin anticipée de contrat. On a l'habitude de prévoir justement cette valeur nette comptable. Il existe aussi des trucs et astuces pour engager le concessionnaire, pour maintenir les engagements du concessionnaire. Ça peut être d'avoir une VNC pas déterminée selon son état comptable, mais une VNC qui va l'engager sur le délai de réalisation de son PPI, en disant par exemple que les amortissements vont être calqués sur le prévisionnel et pas sur le réel. C'est-à-dire que s'il avait un peu de retard dans la réalisation de son PPI, il va supporter un poids plus important des amortissements et cela va baisser la VNC à indemniser pour la collectivité. On déduit évidemment les frais de remise en état après inventaire contradictoire. Alors attention, sans doublon avec les opérations de gros entretien renouvellement qu'il nous restituerait et pour lesquelles il nous indemniserait. Et puis évidemment, mais c'est essentiel, on déduit de la VNC toute subvention et tout cofinancement public ou tiers qu'il aurait obtenu et qu'il n'aurait pas décaissé en l'amortissant sur le même rythme que le bien qui va en face. Ensuite, et là on est vraiment dans le cas des résiliations par anticipation, il existe donc le calcul des préjudices subis par l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque la résiliation se fait pour motif d'intérêt général à l'initiative du concédant. Il convient de plafonner, si possible, ce montant. Alors si on ne parvient pas à le plafonner, ce qui permet de sécuriser, il est essentiel d'actualiser les flux futurs, puisque souvent ce préjudice est calculé sur les résultats nets non perçus par le concessionnaire sur la durée restant à courir. Donc voilà, plus, selon la théorie financière, plus un flux est éloigné dans le temps, plus son montant doit être actualisé, c'est-à-dire que sa valeur doit être minorée dans son appréciation. Voilà, on peut aussi d'ailleurs plafonner le nombre d'années de résultats indemnisés si on ne plafonne pas le montant en euros. Pensez aussi, quand on résilie le contrat pour faute, à prévoir un préjudice pour le concédant, l'idée n'étant pas que la collectivité récupère de l'argent de cette résiliation, mais qu'elle soit à minima indemnisée des surcoûts qu'elle aura pour gérer justement la remise en concurrence, la reprise du service, voilà. Et puis prévoir, c'est plus accessoire, mais c'est bien aussi pour éviter les débats, l'indemnisation ou non de la rupture des contrats de financement, des contrats d'exploitation du concessionnaire. L'usage étant que lorsque la résiliation se fait à l'initiative du concédant, le concessionnaire puisse être indemnisé si ces contrats d'ailleurs ne sont pas repris. Voilà. Alors, dans les pièges à éviter, c'est évidemment des clauses contraires à la jurisprudence. On pense notamment à l'indemnisation qui est indue sur la VNC, sauf pour bien de retour remis à titre gratuit. Éviter aussi la double indemnisation, valeur nette comptable d'une part et capital restant dû sur emprunt. C'est l'un ou l'autre, hein. Si un emprunt a financé un bien, il existe certains contrats, ce ne sont pas les plus fréquents, dans lesquels on préfère indemniser les emprunts, quitte parfois à pas les reprendre, mais en tout cas à rembourser le capital restant dû. Mais ça ne peut pas être l'un et l'autre. Je l'ai mis en illustration. On a eu l'occasion d'avoir et de débattre autour de ce cas de figure sur une concession de port maritime, non pas dans la préparation du contrat, mais en tout cas dans la gestion de la fin du contrat, avec vraiment des divergences importantes d'interprétation qui nous semblaient tout à fait illogiques et pour lesquelles, in fine, nous avons réussi à avoir, pas d'accord, mais en tout cas la bonne compréhension du concessionnaire pour l'application de la clause, quoi. Voilà, et de manière générale aussi, soyons prudents et vigilants lorsque on va utiliser une telle clause qui va préférer le remboursement du capital restant dû plutôt que la valeur nette comptable des biens. On a souhaité également faire un petit focus sur le sujet des pénalités et des garanties financières. L'objectif de ces clauses-là, évidemment, c'est de garantir le respect par le délégataire de ses engagements contractuels et de sécuriser le versement des montants dus à la collectivité.
Donc, sur les bons réflexes, il nous semble que il faut s'attacher, si possible, à avoir un système de pénalité qui soit lisible et simple à mettre en œuvre et qui se concentre sur les engagements clés du contrat, plutôt peut-être que de démultiplier les pénalités, de vraiment se concentrer sur les éléments clés. Faire attention à distinguer éventuellement les pénalités qui seraient applicables sans mise en demeure. Je prends un exemple assez récent. Pendant la crise énergétique, il y a certaines piscines qui ont fait l'objet d'une fermeture unilatérale par l'exploitant. Et en fait, il y a un certain nombre de contrats qui étaient montés de manière à ce que, en fait, le temps que la collectivité envoie sa mise en demeure, le temps qu'on laisse à l'exploitant de répondre, au final, il a pu. On était quand même sur quelque chose de grave puisqu'on était sur une rupture de la continuité de service. Et finalement, dans certains contrats, il s'en est sorti sans pénalité puisqu'en fait, le système de pénalité avec les questions de mise en demeure lui ont permis un peu de jouer et de passer entre les gouttes. Prévoir également une possibilité de résilier sans indemnité le contrat en cas de dépassement d'un plafond de pénalité, c'est-à-dire si vraiment tout va mal du côté de l'exploitant, voilà, qu'on puisse aller jusqu'à une résiliation du contrat. En matière de système de garantie, c'est souvent un sujet que les candidats voilà, n'apprécient pas, mais si possible, privilégier une garantie bancaire à première demande plutôt qu'une caution bancaire, puisque la garantie à première demande est beaucoup plus sécurisante pour la collectivité. Puis également bien calibrer la garantie au regard de la taille du contrat. Concernant les pièges à éviter, alors attention malgré tout aux doublons entre pénalité et malus qualité de service. Sur la question en principe, de base, évidemment, les pénalités sont non plafonnées. Après, par expérience, on sait souvent qu'en négociation, les candidats demandent un plafonnement, mais en tout cas, prévoir de base plutôt pas de plafonnement. Et puis également faire attention à ce qui concerne la fin de contrat, éviter d'avoir uniquement une garantie qui s'achève à la date d'échéance, puisqu'en fait, vous avez des flux financiers de fin de contrat qui ont lieu après la fin du contrat. Notamment, ça peut être la redevance variable, ou en tout cas, il faut le temps d'établir le dernier compte rendu financier, donc prévoir une garantie qui peut aller au-delà de la date d'échéance. Merci Magali. Avant de passer à la suite sur le suivi des contrats et puis la terminaison des contrats, on voulait aussi revenir et puis saluer aussi une initiative de certains maîtres d'ouvrage, de certaines collectivités qui ont une vision transversale justement pour structurer leur stratégie contractuelle via justement des accords cadres pour lesquels d'ailleurs on a la chance d'accompagner certaines collectivités transversaux dans la gestion des concessions. Donc, ce sont des accords cadres qui peuvent être d'assistance financière, juridique, plus difficilement technique quand c'est transversal, et qui visent à accompagner pendant un certain temps la collectivité sur l'ensemble de son parc de contrats de concession. On salue cette initiative parce que c'est une opportunité intéressante, puis je le développerai un petit peu après, pour la collectivité, pour capitaliser justement sur les bonnes pratiques issues de l'analyse des contrats en cours de façon transversale, de réfléchir et puis surtout de partager à l'échelle de la collectivité une doctrine commune et transversale. Et puis justement cette doctrine qui vise justement à sécuriser les engagements financiers et à équilibrer le partage des risques dans l'ensemble de ces contrats. Voilà, cette initiative, c'est aussi l'occasion de bâtir des outils mutualisés qui peuvent être mis à la disposition ensuite de l'ensemble des services. Évidemment, ensuite, ils doivent être adaptés. Ces outils, ça peut être des clauses types, ça peut être des matrices de risque, ça peut être des projets de protocole de fin de contrat, des tableaux de suivi, etc. Voilà. Donc nous, on a eu la chance effectivement d'accompagner plusieurs collectivités ces dernières années ou encore maintenant sur des réflexions de ce type. Et puis, je pense à certaines, là, par exemple, récentes, où justement,
le travail en commun qui a été fait entre nos équipes et puis la collectivité a été vraiment de faire un audit approfondi de l'ensemble des concessions existantes en premier lieu. Donc un audit pas financier, mais un audit vraiment des clauses, des contrats, de l'articulation, du partage des risques, d'identifier justement quels sont les déséquilibres dans certains contrats, de faire des préconisations, ciblées pour chaque contrat, des préconisations également générales sous forme de clause type à intégrer dans les futurs contrats, d'avoir toute cette réflexion, un peu celle qu'on vous partage aussi aujourd'hui, et de pouvoir justement la décliner dans les contrats, de les partager avec les services. Et puis ensuite, derrière, lorsque le timing est le bon, accompagner ces services dans la déclinaison du projet de contrat, dans la procédure de négociation, pourquoi pas dans le suivi, enfin dans le renouvellement, d'une manière générale, sur la base des outils qui ont été développés. Voilà, cette initiative, ça participe vraiment d'une amélioration globale et générale des pratiques, d'harmoniser les outils à l'échelle de la collectivité, c'est très important. Et puis là aussi, il y a un gros enjeu de gestion de projet entre équipes transversales et équipes sectorielles derrière, qui va être important. Mais derrière, c'est vraiment l'occasion d'un véritable transfert et partage de savoir-faire, et surtout une montée en compétence des équipes internes. Voilà. Donc, si on avance dans le cycle de vie de notre contrat, donc voilà, là, on est sur la procédure est terminée, le contrat est en cours, donc tout l'enjeu, c'est celui du suivi du contrat, donc avec l'objectif de le suivre au plus près pour s'assurer du respect des engagements contractuels, contrôler l'équilibre économique du contrat, pouvoir identifier des besoins de rééquilibrage, donc avec éventuellement passation d'avenant et préparer la fin du contrat. Dernièrement, donc ça fait partie un peu de ce qu'on fait aussi un peu au quotidien, mais dernièrement, on l'a fait par exemple sur une concession golf où en fait on s'est rendu compte à l'analyse du premier rapport annuel qu'en fait il manquait les trois quarts des informations exigées par le contrat. Donc il y a un premier travail de relancer le délégataire, y compris plusieurs fois, jusqu'à ce que le contenu, l'exhaustivité soit là par rapport à ce qui est prévu au contrat. Euh, on l'a fait également en crèche, en fournissant à la collectivité un outil de type tableau de bord pour pouvoir suivre plus facilement en fait les différents engagements contractuels tout au long du contrat. Donc, les bons réflexes. En fait, finalement, le suivi se joue déjà en grande partie au moment de la mise en concurrence via les clauses contractuelles qu'on a prévues justement pour encadrer ce suivi. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le travail de suivi, c'est extrêmement chronophage. En fait, l'objectif, c'est que le délégataire nous prémâche ce travail de contrôle. Donc, en fait, il faut que dans le contrat, on ait déjà défini précisément tous les documents attendus en termes de reporting, à la fois sur le fond et sur la forme, et à quelle date. Voilà, qu'est-ce qu'on souhaite. On peut également prévoir, alors ça selon peut-être l'ampleur du contrat, mais on peut prévoir d'avoir un accès en temps réel aux données d'exploitation du délégataire. Et sinon, demander des tableaux de bord de suivi, donc ça peut être selon les besoins, échéance trimestrielle ou semestrielle. Et enfin, bon, le rapport annuel qui de toute façon est dû par le délégataire de manière réglementaire. Donc, au-delà des documents, il y a aussi la question de la comitologie et de l'étendue du droit de contrôle. Donc ça, à nouveau, on le définit dès le contrat. Donc, quelle fréquence pour les comités de suivi? Qui sera dans le comité de suivi? On prévoit aussi, parce que ça va toujours mieux en l'écrivant, que la collectivité pourra voilà, disposer d'un large droit de contrôle, y compris visite inopinée, contrôle sur pièce. On fixe déjà des délais de réponse, si possible, donc aux questions de la collectivité. On peut également prévoir d'ores et déjà des frais de contrôle dans le contrat, donc ça permet à ce que le délégataire, entre guillemets, finance son propre contrôle. Donc ça, donc on voit que voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent déjà dans les clauses contractuelles. Après, en termes de mise en œuvre, l'idéal, c'est en début de contrat de pouvoir prendre le temps d'établir un tableau de suivi des engagements contractuels. Ça permet ensuite de faciliter ce travail de contrôle tout au long de la vie du contrat. Si possible, recourir à un outil personnalisé de suivi.
Dans les pièges, alors ce que j'ai mis en premier, je pense que ça va parler à un certain nombre de personnes dans l'audience, mais en fait, on peut avoir tous les outils qu'on veut et tout avoir bien cadré dans le contrat. Il faut avoir des moyens humains suffisants, malgré tout, au sein de la collectivité pour assurer le suivi. C'est pas parce qu'on a externalisé que voilà, qu'on n'a pas besoin de moyens humains en interne pour justement faire le suivi qui souvent nécessite aussi différentes compétences. Il y a un peu de juridique, juridico-administratif, il y a du financier, il y a des volets plus techniques. Donc souvent on a besoin d'une équipe un petit peu multidisciplinaire qui va pouvoir suivre ça. Ou alors un point d'entrée, mais qui va ensuite être en mesure d'aller chercher des appuis en fonction des besoins. Et puis attention aussi au piège de prévoir dans le contrat une fréquence de reporting très élevée. Alors on demande des tableaux de bord mensuels, etc., etc. Et finalement, on se retrouve noyé en fait sous le flux de documents transmis par le délégataire. On voulait vous présenter rapidement, dans le cadre du suivi des contrats, un outil qu'on a mis en place et qui est déployé chez plusieurs dizaines de collectivités, qui est notre outil GS. Donc GS pour gestion des services, et en fait gestion des services contractualisés, hein. Donc là, vous avez à l'écran une présentation de la version déclinée GSO, pour suivi des services d'eau, et qui intègre justement une partie des bonnes pratiques qui viennent d'être présentées, hein. Donc là, vous avez à l'écran quelques vues du module de suivi des engagements contractuels, voilà, qui est paramétré, on va dire, voilà, pour chacun des contrats au moment du lancement de l'activité, hein, et qui permet donc un suivi facilité avec des alertes qui sont émises, avec des éléments qui permettent d'automatiser un certain nombre de comptes rendus et donc de grandement faciliter le suivi régulier et les opérations associées à ça. Voilà, il y a également dans ce même outil un module de suivi financier qui permet de saisir initialement donc le compte d'exploitation prévisionnel, hein, et puis de faire de le comparer avec l'économie réelle du contrat, le cas échéant en intégrant bien évidemment les avenants, en intégrant tout ce qui est indexation, révision également, et puis voilà, avec des modules de data visualisation, hein, qui permettent de faire des analyses avec vraiment comment dire, un effet tableau de bord assez circonstancié. Merci Magali, Clément. Et second point sur le suivi des DSP auquel on échappe très rarement, d'autant plus quand le contrat s'étale dans le temps, c'est la question des avenants ou les clauses de revoyure. Donc quel est l'objectif derrière? Comment bien appréhender cette question quand on doit faire face à un avenant qui n'est pas juste une mise à jour ou une précision sans incidence, on va dire, économique ou financière? C'est de réussir, de s'assurer d'adapter le contrat aux évolutions contextuelles, tout en préservant les équilibres économiques et les engagements des parties initiaux contractualisés et j'ai envie de dire qui font foi. Donc voilà, vraiment l'objectif qui doit en permanence être sous-jacent dans la passation de l'avenant qui est tout à fait permise et le plus souvent légitime, c'est de réussir à conserver autant que faire se peut cet objectif. Alors, comment bien y arriver, hein, évidemment, quand on le peut. La première chose, encore une fois, c'est d'anticiper. Anticiper les cas de revoyure prévisibles pour ceux qui le sont dans le contrat initial. Et même pour ces cas prévisibles, si on peut, c'est même demander au concessionnaire à l'avance. Et que se passera-t-il en termes d'équilibre économique si on modifie ou si on ajoute tel périmètre, tel service au contrat? Parfois, ça peut être avoir des prix déjà forfaitaires, des prix unitaires, des augmentations, diminutions de recettes, etc. Enfin voilà, déjà un CEP annexe quelque part qui viendrait compléter les équilibres. Bon, on peut évidemment pas tout le temps être dans ce cas de figure. Mais il y a un grand nombre de sujets qui sont par nature imprévisibles. Malgré tout, quand on le peut, et même si ce n'était pas prévu dès le contrat, ça reste évidemment d'anticiper le calendrier de passation de l'avenant. Et je vais tout de suite sur un des pièges à éviter que je mets en dessous. L'écueil serait de subir la pression en termes de calendrier du concessionnaire.
Ce serait du coup avoir le concierge qui me dit non mais il faut le faire absolument très rapidement, sinon pour le service, risque de discontinuité, etc. etc. Donc on va vite, donc on n'a pas le temps de bien analyser et finalement on accepte quelque chose au détriment de la collectivité. Donc voilà, quand on peut, encore une fois, anticiper le calendrier. Et puis quand on s'inscrit donc dans cette procédure avec du temps de passation de l'avenant, on peut fonctionner comme finalement dans une procédure de négociation avec le concessionnaire, évidemment avec un seul candidat face à nous, ce qui ne rend pas la tâche toujours aisée, mais en tout cas, il est important d'analyser, d'apprécier avec finesse les propositions du concessionnaire, lui demander des documents justificatifs sur tel contrat d'exploitation, compte d'exploitation prévisionnel, justification de l'augmentation des recettes, de la baisse des charges, etc., etc. Euh, Si possible, et notamment quand les sujets vont devenir complexes et sensibles, on peut s'appuyer sur des experts, sur des conseils indépendants, juridiques, financiers, techniques, sectoriels, voilà, qui peuvent partager aussi leur retour d'expérience qu'ils ont pu avoir sur d'autres cas de figure similaires. Pour le cas particulier, je pense qu'on est très nombreux là autour de ce webinaire à avoir eu le cas ces dernières années. Quand on a justement des préjudices financiers subis par le concessionnaire liés à l'imprévision. Je pense notamment à l'imprévision électricité, Covid, voilà, pour ces dernières années auxquelles on a dû faire face et adapter les choses. Ce qui est très important, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le concessionnaire sur le montant du préjudice subi, qui nécessite encore une fois analyse, appréciation, contre-expertise. Ce qui est important, c'est de partager le préjudice entre le concessionnaire et la collectivité. Il y avait une note justement à l'époque d'une directive ministérielle qui avait été évoquée, qui disait que la collectivité n'avait pas à compenser 100% du préjudice. Elle donnait une fourchette selon les cas qui pouvait être entre 75 et 95% du préjudice seulement, entre guillemets, qui était à compenser. Voilà. Et enfin, dernier bon réflexe, quand on est arrivé à bout d'un accord avec le concessionnaire, c'est penser à mettre à jour les annexes financières. Justement, quand on se reverra la prochaine fois, c'est repartir sur des bases déjà actualisées. Voilà. Dernier piège à éviter, et j'en terminerai avec ça, c'est, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'était sous-entendu, euh, un avenant, il n'est pas là pour rebaser les équilibres contractuels et les engagements initiaux sur la base du réalisé, par exemple du réalisé N-1. S'il y avait un objectif de fréquentation, de volume initiaux dans le contrat, c'est aussi ça qui a fait que vous avez choisi ce candidat plutôt qu'un autre. Et donc, de fait, on se dit pas, voilà, on refait l'avenant pour les 4 prochaines années. Ça tombe bien, vous voyez, l'année dernière, les volumes, la fréquentation, c'était ça, les recettes, c'était ça, donc on repart de ce point de départ. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir des exceptions, des causes légitimes qui le justifient, mais c'est vraiment par exception. On reste sur les engagements initiaux et on adapte uniquement les évolutions contextuelles au cas par cas, sur une ligne de coût, sur un point précis du compte d'exploitation prévisionnel. Donc j'aurais pu vous partager de très très nombreuses illustrations ou mises en pratique récentes. On en a eu notamment sur la passation d'un avenant complexe sur un réseau de chaleur urbain, actuellement aussi sur une concession aéroportuaire justement, où après le Covid justement la fréquentation n'est pas au rendez-vous et justement là la question de savoir de pouvoir réadapter les objectifs de fréquentation sans rebaser entièrement sur le N-1 est très sensible. Puis voilà, on a beaucoup d'autres exemples, notamment pendant le Covid, pendant la crise de l'inflation, sur les centres aquatiques notamment, et tous les contrats où les charges de fluide étaient très importantes, quoi. On arrive à la fin du cycle de notre contrat, donc avec le volet terminer le contrat. Donc on a souhaité un peu parler de ce qu'on appelle le protocole de fin de contrat qu'on recommande souvent donc à nos clients. L'objectif en fait c'est d'avoir un document autoportant qui permette de formaliser en fait les modalités de fin de contrat pour pouvoir assurer la continuité du service et pouvoir organiser précisément toutes les modalités de fin de contrat. Donc, on l'a fait dans différents secteurs d'activité. Après, selon les secteurs, vous pouvez avoir des spécificités. Je pense par exemple là par exemple sur des équipements de type arena ou salle de spectacle, vous avez des sujets de
comment en fait on gère la transition, sachant que vous avez l'exploitant en cours en fait qui a déjà fait une partie de la programmation et une partie des réservations en fait sur les années à venir et donc il faut pouvoir gérer cette transition-là. Vous avez un sujet similaire par exemple sur les centres aquatiques où vous avez l'exploitant en cours qui a pu vendre en fait des abonnements annuels par exemple qui sont en partie utilisés mais qui devront pouvoir être récupérés par le prochain. Donc voilà, il y a des sujets pratico-pratiques qu'il faut pouvoir bien regarder en détail. Et les bons réflexes, donc à nouveau, maître mot, anticipation. En fait, dans l'idéal, il faut pouvoir élaborer son protocole en parallèle de la préparation de la mise en concurrence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit pouvoir être fait en amont pour éviter en fait que les questions de fin de contrat viennent parasiter entre guillemets la mise en concurrence. Donc, quel est l'objet du protocole? C'est de pouvoir décliner les clauses contractuelles de manière très opérationnelle, voire de suppléer à certaines imprécisions ou manques du contrat. Donc, on balaye les thématiques de remise des documents, les données nécessaires à l'exploitation, le sujet de reprise du personnel, la question de la remise en état et du retour des biens, c'est-à-dire à quelle date on fait un état des lieux, qu'on définit un programme de remise en état à faire par l'exploitant. On définit aussi les modalités de tuilage avec le futur exploitant, le bilan du renouvellement pour voir si effectivement est-ce qu'il reste une enveloppe, quel renouvellement reste à réaliser d'ici la fin de contrat, et également tout ce qui est reversement postérieur. Donc je parlais donc les produits constatés d'avance, c'est ça en fait, ce sont des produits qui ont été encaissés par l'exploitant actuel et qui doivent pouvoir être transférés au prochain exploitant. Vous avez le solde de renouvellement, éventuellement des redevances qui seraient à verser. Donc, on fixe en fait les dates de reversement de ces montants-là. On prévoit également une garantie spécifique sur la question de la fin de contrat, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une garantie qui va au-delà de la date d'échéance, qui permet de s'assurer le reversement par le délégataire du solde de tout compte. Et enfin, l'idée, c'est aussi de pouvoir donner un réel poids à son protocole et de le considérer comme tel un avenant. Et donc, on le fait signer, on le fait approuver par l'Assemblée délibérante, voilà, pour qu'il ait une vraie valeur contractuelle. J'ai mis un seul piège à éviter. Alors, ça peut faire sourire, mais souvent, finalement, on se retrouve confronté à cette difficulté-là. En fait, finalement, la négociation autour du protocole traîne un peu en longueur et en fait, on se retrouve à devoir signer son protocole alors qu'on a déjà attribué le futur contrat. Clairement, surtout si on change de délégataire, à partir du moment où vous avez mis dehors votre exploitant actuel, accrochez-vous pour obtenir le moindre engagement de sa part si vous ne l'avez pas sécurisé par écrit en amont. Très bien, écoutez, il me revient de conclure ce webinaire, en tout cas la partie présentation, avant de répondre à vos questions qui ont été posées dans l'autre fil. D'ailleurs, je vous invite, s'il y en a d'autres, à ne pas hésiter à les poser. Donc, je voudrais tout d'abord quand même revenir sur un point important parce qu'on a entre guillemets beaucoup souligné beaucoup de points d'amélioration possibles des contrats de gestion délégués et des concessions. On pense chez Espelia que la gestion déléguée, dans bien des cas, peut être un bon mode de gestion quand c'est utilisé à bon escient et bien maîtrisé. Donc c'est un point quand même qui est un point important. Voilà. On pense aussi que le délégataire, le concessionnaire, il a le droit à une juste rémunération. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de protéger l'intérêt général, de protéger les usagers, mais aussi de veiller à ce que le concessionnaire ait les moyens effectivement de travailler, d'assurer la continuité du service et de rémunérer les capitaux investis, la prise de risque qu'il a accepté de prendre. Donc, voilà, c'est des points, on va dire, il me semble important également de partager en fin de ce séminaire. Enfin, également, de constater avec vous, ça a été suggéré par mes collègues, mais
qu'il y a des grandes variations, entre guillemets, de secteur à secteur. On a des secteurs qui sont plus ou moins matures en matière de qualité de contrat, d'autres qui sont plus en retrait. Et puis, on a des économies contractuelles qui varient aussi beaucoup d'un secteur à l'autre. Voilà, il y a des secteurs, par exemple le secteur des crématoriums, où il y a souvent une rentabilité plus forte pour les opérateurs que d'autres secteurs, par exemple pour citer les transports publics. Voilà. Donc, il faut bien évidemment nuancer, adapter, on va dire, le dispositif de suivi et on va dire le pilotage aussi aux caractéristiques économiques de chacun des secteurs. Voilà, au-delà de ça, donc, vous l'avez bien compris, la question de la maîtrise, c'est une question qui s'exerce sur l'ensemble du cycle, donc vous voyez, sur l'ensemble des phases, aussi bien en préparation jusqu'à la fin. Là, on a repris un certain nombre de bonnes pratiques clés. On a cité également quelques éléments de valeur ajoutée qu'on a essayé de faire transparaître dans cette présentation. Voilà, on voulait vous remercier beaucoup de votre attention et puis on va maintenant, si vous le voulez bien, répondre aux questions qui ont été posées dans le fil de la conversation. Oui, je vais vous partager plusieurs questions. Alors, il y a eu des questions sur la préparation et au moment de la procédure. Une première question sur les formules d'indexation, en particulier en cette période où les indices fluctuent à la hausse fortement sur les dernières années. La question est de savoir si c'est obligé de se pénaliser, entre guillemets, avec des formules d'indexation qui seraient actuellement avec des perspectives assez négatives pour la collectivité et qui engendreraient des hausses importantes de rémunération. Et peut-être deuxième question sur la préparation, on a évoqué les clauses de revoyure. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une petite différence entre revoyure et réexamen, vu que certaines collectivités ont plutôt l'habitude des clauses de réexamen? Je vais peut-être prendre la main sur la première question quant à l'indexation. Oui, évidemment, on serait tenté de vouloir appliquer les formules d'indexation uniquement quand c'est dans notre intérêt. À la limite, tant qu'à faire, autant les plafonner pour que jamais ça baisse dans notre sens. Maintenant, voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, il est vraiment d'équilibrer. La notion d'équilibre, elle est importante. Et de maintenir l'équilibre contractuel sur toute la durée du contrat. Donc là-dessus, ce qui est prévu dans un sens doit aussi fonctionner dans l'autre. Et puis, de toute façon, on peut anticiper des choses. Et d'ailleurs, on s'est vite rendu compte parfois que les anticipations n'étaient pas au rendez-vous sur l'évolution de tel ou tel indice. Et puis, un contrat, c'est long. Peut-être qu'on voit quelque chose là qui arrive dans 1 mois, dans 6 mois, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 3 ans, dans 6 ans, dans 12? Donc voilà, restons équilibrés là-dessus. D'ailleurs, l'ensemble des collectivités ont été très fortement incitées, lorsque ça n'était pas déjà le cas, puisque la plupart des contrats prévoyaient les indexations, d'intégrer en cours de contrat récemment des clauses d'indexation justes, équilibrées, avec des parts fixes équilibrées encore une fois. Donc voilà, nous, on préconise vraiment d'avoir quelque chose qui partage bien entre les parties, quoi. Sur le second point, je ne sais pas si un de mes collègues a peut-être plus de distinction que moi là, sur la clause de revoyure ou de réexamen. Moi, je n'en fais pas de distinction à titre personnel. Mais, Ouais. Oui, je crois que c'est vraiment juste une question de vocabulaire, mais qu'en fait, on met bien le même concept derrière. Voilà. Peut-être que le terme de revoyure fait un peu plus ancien français, voilà. Mais c'est la même chose selon moi. Merci pour ces premières réponses. Après, il y avait plusieurs questions sur l'exécution. On est plutôt sur l'exécution et le suivi. Ça a été évoqué plutôt sur la partie préparation de la clause de partage des bénéfices en cours de contrat. La question, c'est est-ce que si le contrat initialement ne l'a pas prévu, est-ce que c'est possible d'ajouter ce genre de clause en cours d'exécution? Et surtout, est-ce qu'il y a la question aussi qui sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a une jurisprudence sur le sur-rentabilité éventuelle de certaines concessions avec des marges affichées bien supérieures à ce qui était prévu au CEP et
qui serait dans des proportions assez importantes. Je laisse peut-être répondre d'abord à ça avant de prolonger. Ça fait 2 bonnes questions. Ce sont deux très bonnes questions. Alors, je me permets de prendre la main pour la réponse, ayant animé ce volet-là. Sur le premier volet de la question, à savoir si on peut intégrer, si on ne l'a pas fait, des clauses de partage en cours de contrat, je pense que ça n'est pas interdit en soi. Alors évidemment, dans la passation d'un avenant, il faut toujours se poser la question de est-ce que je remets en cause finalement les conditions de la consultation et de l'attribution initiale? Donc est-ce que la modification que j'apporte aurait permis d'avoir un autre candidat à la place de celui-là? Je ne pense pas, puisque finalement ça se serait imposé à tout le monde. Après, la difficulté va être de le faire accepter à son concessionnaire, qui n'a pas grand intérêt à l'accepter. Donc, bon voilà, donc l'initiative peut être prise, je pense, par la collectivité, et puis après voir comment ça peut effectivement se décliner. Mais en tout cas, sinon, sur ces clauses-là, l'objectif étant de faire mieux dans le prochain contrat, bien entendu. Sur la seconde question, est-ce qu'il existe de la jurisprudence sur des clauses de surrentabilité? Oui, il en existe récemment. On pense à quelques affaires de contentieux en cours, jugées parfois par des tribunaux administratifs qui peuvent être aussi en appel actuellement, mais pas que. Il y a eu quelques jurisprudences Conseil d'État. Oui, la surrentabilité, notamment, peut être un motif de résiliation pour intérêt général. Après, la question qu'il y a derrière, c'est avec ou sans indemnité, quel montant de l'indemnité. Voilà, c'est là où il y a des débats et des contentieux élevés entre les parties. En revanche, dès lors qu'on estime on avait prévu 30 ans, mais en fait, au bout de 20 ans, 25 ans, le concessionnaire a largement amorti ses dépenses initiales, on peut mettre fin au contrat pour ce motif. Merci, Adrien, pour les réponses. Il y a eu plusieurs questions sur des contrats spécifiques, en tous les cas relatifs aux obligations de service public dans les contrats. La première, c'est sur l'organisation et dans quelle mesure c'est possible d'avoir une comptabilité séparée dès lors qu'il y a des compensations financières en raison d'obligations de service public. Et également, comment est-ce qu'on peut encadrer en amont, plus spécifiquement, ces obligations-là et les rémunérations et les compensations associées? Moi, Je peux je peux peut-être essayer de tenter répondre, mais une ouais, réponse pardon. sur ces sujets, hein. Il est possible tout à fait contractuellement de... Ah, ah, vas-y Magali, si tu veux. Non, non, vas-y, vas-y. Je poursuis, puis tu compléteras si tu souhaites. Ouais, ouais. Une forme de comptabilité analytique dans le contrat et de distinguer plusieurs activités. C'est quelque chose qui se pratique notamment régulièrement dans le domaine aéroportuaire, où il y a une économie spécifique pour tout ce qui est gestion de la sûreté. Voilà, donc dans le domaine portuaire aussi, ça arrive de mémoire. Donc on peut très bien prévoir de flécher un certain nombre de charges et du coup de recettes aussi en face, hein, que ce soit des recettes spécifiques, tarifaires spécifiques ou bien des subventions, voilà, pour avoir des sortes de comptes analytiques dans l'économie générale du contrat. Magali, tu voulais compléter sur ce point? Peut-être parfois, nous aussi, on impose la création d'une société dédiée, ce qui permet aussi de mieux isoler les flux, enfin le traitement comptable, de pouvoir suivre ça de manière plus transparente. Mais sinon, oui, d'imposer en fait la tenue d'une comptabilité analytique, ça peut tout à fait se prévoir dans le cadre des clauses contractuelles. Et dans ce cas, juste un mot, si on en est à parler de société dédiée, parce que c'est quand même un débat qu'on a très très souvent avec les collectivités, donc je rentrerai pas dans les détails ici, mais c'est vrai que c'est une vraie question là qui pourrait rejoindre le volet préparation amont du contrat, une question à se poser. Allons-nous imposer une société dédiée? Donc on y voit évidemment beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages que je n'ai pas besoin de développer. Après voilà, le principal risque, il peut être évidemment sur une possible infructuosité si des candidats ne sont réticents voilà, à constituer cette société pour quelque motif que ce soit. Donc voilà, une certaine vigilance à avoir, même si évidemment la volonté, l'idée derrière est très louable.
Oui. Là encore, je me permets de rebondir, mais une société dédiée qui ne doit pas devenir une société écran, hein, et donc il faut que le pouvoir de contrôle de l'autorité contractante puisse s'étendre au-delà du périmètre de la société dédiée. Alors, pour rester sur justement des structures un peu particulières, on a eu une question sur les sociétés publiques locales, SPL. Est-ce que dans le cadre des contrats qui associent les collectivités à leur SPL et en particulier les contrats dits in-house, on peut alléger ces préconisations, en particulier sur le cadre initial et sur le suivi, ou alors au contraire, faut-il avoir le même pilotage qu'avec un opérateur privé classique? Je peux proposer les premiers éléments de réponse, hein. Donc c'est vrai, les établissements publics locaux et les sociétés d'économie mixte ou les SPL, il y a une double régulation qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une régulation contractuelle et puis une régulation capitalistique, hein, structurelle, par la présence de la collectivité autour de table de la structure. Donc effectivement, notamment dans les SPL, on peut parfois se permettre de simplifier, hein, le dispositif contractuel. Voilà. Nous, il nous semble que avoir un bon contrat, même avec une SPL, hein, et avec une SEM également, hein, c'est quand même plutôt, voilà, facteur de clarification. Enfin, la collectivité peut être d'une certaine façon d'un côté actionnaire, mais d'un autre côté, il vaut mieux qu'elle exerce vraiment son rôle d'autorité contractante, d'autorité organisatrice. Et il nous semble que le contrat est quand même un bon outil, voilà, pour réaliser ça. Donc, il faut évidemment être pragmatique, mais il nous semble qu'il faut quand même essayer de garder des contrats, voilà, bien ficelé, bien complet, voilà, y compris avec les EPL, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais on propose aussi régulièrement de mettre en place des contrats d'objectifs, hein, qui sont des contrats encore un petit peu plus simplifiés avec les régies. Voilà, parce que ça a le mérite, encore une fois, de fixer une feuille de route, de fixer des orientations, et voilà, ça contribue plutôt à bien structurer les choses, à bien structurer les relations entre les acteurs. Peut-être le temps, il y a eu des questions aussi sur le contrôle et l'exécution des contrats. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut plafonner les montants cumulés des pénalités sur une période déterminée, ou plutôt doit-on plafonner les montants de pénalité? Et la deuxième, c'est comment essayer de ne pas être trop dépendant au moment des négociations, soit en cours de contrat, soit en fin de contrat, vis-à-vis de l'opérateur privé qui maîtrise techniquement le service et le sujet, et qui peut se retrouver en position de force vis-à-vis de la collectivité. Donc, comment anticiper cette situation un peu de rapport de force sur les négociations d'avenants, en particulier en cours de contrat? Peut-être sur les pénalités, ce que j'avais. En fait, en principe, nous, on recommande justement de ne pas prévoir de plafonnement dans le cadre du contrat. Après, bon, on le sait tous qu'il existe malgré tout des jurisprudences, hein, qui vont dans le sens qu'on ne peut pas appliquer des montants délirants de pénalités, mais on a tendance à se dire, bon, bah, si le cas se présente, à la limite, voilà, on ira. Le délégataire pourra invoquer la jurisprudence, mais que dans le contrat, ça nous semble préférable de ne pas plafonner. Après, pour rien vous cacher, il y a un certain nombre de secteurs d'activité où les opérateurs sont assez durs en négociation et où on aboutit souvent quand même malgré tout à un plafonnement. Donc, si ça doit être le cas en négociation, malgré tout, faire attention au niveau du plafonnement, à se retrouver quand même pas un plafonnement trop faible qui du coup viendrait totalement réduire le risque qui est assumé par l'opérateur. Je vais peut-être prendre du coup la main pour le second volet de la question, qui est comment, en cas d'avenant, de réexamen, revoyure, ne pas être en position de faiblesse face aux concessionnaires. Alors, c'est une excellente question à laquelle on est systématiquement confronté. Je crains malheureusement de ne pas avoir de réponse universelle à apporter. Ce qu'on a essayé d'esquisser tout à l'heure, c'est de dire, voilà, il faut bien distinguer les cas de figure. Autant que faire se peut, bon, si tant est que ce ne soit pas trop tard, c'est de pouvoir anticiper dès le contrat les cas de réexamen prévisibles. Et puis, bah,
en cas d'événement imprévu. Évidemment, c'est une grande difficulté de devoir négocier avec une personne sur place qui a la main sur le service, qui va nous dire que si on n'avance pas, il y a un risque de discontinuité du service auprès des usagers, chose qu'on ne souhaite pas. Maintenant, voilà, il faut voir où se situent les marges de négociation. Il faut évidemment avoir une approche équilibrée, la proposer, la justifier, décortiquer, aller dans l'analytique pour essayer éventuellement de le mettre face à certaines contradictions. Donc, d'où l'importance de l'analyse. Et puis surtout, parce que ça nous est arrivé de le voir, hein, c'était ce que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi ne pas subir une pression inutile du concessionnaire. Sur certains avenants, ils nous mettent la pression en disant non mais nous, ça doit être absolument avant le mois de juin parce que sinon le comité interne ceci. Mais on était dans la pression, on pensait qu'on n'avait pas le temps pour prendre la décision, on n'avait pas assez analysé, on voulait avoir des V2, des V3 de ces propositions. Et à un moment, on a pris de la hauteur, on s'est dit mais pourquoi finalement on se précipite autant? Qui vient nous chercher, qui nous sollicite? Donc voilà, notre marge de manœuvre, elle était ici, il faut l'utiliser quand on peut. Voilà, évidemment, bon, parfois, il y a des choses qui se passent moins dans un cas de figure qui est celui-ci. Et voilà, donc l'objectif, c'est de rester factuel, rester objectif, et c'est peut-être la meilleure chance qu'on puisse avoir d'avoir des solutions équilibrées in fine, quoi. Merci. Bon, il y a encore quelques questions très intéressantes, mais on va devoir cibler. Je vais peut-être pour une de fin qui sera adaptée, c'est qu'il y a plusieurs demandes par rapport au support qui a été présenté aujourd'hui, s'il serait mis disponible pour les participants, et également si les références de collectivités qui ont mis en place une stratégie transversale de gestion des contrats pouvaient être transmises le cas échéant. Alors sur le premier sujet, oui, on partagera le support. Peut-être les personnes qui sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à nous écrire, à nous envoyer un petit message là, et puis on adressera ça dans la foulée. Pour la deuxième partie de la question, peut-être Adrien, je te laisse répondre sur ce point. Oui, alors peut-être qu'on va pas l'évoquer là encore, mais je pense qu'on pourra évidemment, au gré de vos sollicitations, si par exemple quand on pourra échanger sur le support, on pourra évidemment vous partager effectivement un peu plus précisément ces retours d'expérience. Donc voilà, on avait fait le choix là dans ce webinaire, même si on a évidemment plein d'exemples très concrets à partager, de rester dans une forme aussi d'anonymat, mais qu'on pourra évidemment compléter sur des échanges ultérieurs pour pouvoir aussi vous orienter vers des comparables qui vous intéressent, quoi. Voilà, peut-être juste dire que les questions auxquelles on n'a pas pu répondre tout de suite, là, qui apparaissent dans le fil, on va y répondre par écrit dans le fil de la conversation, là, pour que voilà, les personnes qui ont posé la question puissent avoir quand même un élément de réponse, mais on voulait tenir l'horaire qu'on s'était fixé et ne pas abuser de votre temps à tous. En tout cas, on vous remercie à nouveau beaucoup de votre participation. On espère que les échanges vous ont intéressé et vont vous permettre donc de poursuivre l'amélioration de votre pratique de pilotage des délégations de services publics. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Au revoir.